La sobriété, elle s'attaque, elle pose la question du besoin. Elle part du besoin des personnes, des individus et du bien-être, des besoins pour satisfaire pour un niveau de bien-être. Et donc, elle s'attaque en vérité aux causes du mal du siècle, si on considère que la crise écologique est le mal du siècle. Alors que l'efficacité, elle intervient après. L'efficacité, elle vise la réduction de la consommation, alors que la sobriété vise l'évitement de la demande. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Yamina Saeb. Bonjour, Et bienvenue sur le podcast Oser. merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de vous recevoir pour discuter aujourd'hui de sobriété, et notamment de sobriété comme outil au service de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler de votre parcours et de vos recherches ? Alors, moi, je suis d'abord ingénieure en équipement technique du bâtiment, donc je suis un optimisateur à la base des systèmes énergétiques et aquatiques. Dans la pratique, j'ai surtout travaillé sur les systèmes énergétiques. Et puis après, je suis allée à l'UNSS où j'ai suivi un cours sur, ça s'appelait à l'époque Recherche comparative sur le développement. Euh, Parce que je voulais rééquilibrer un petit peu mes apprentissages. J'avais peur en vérité de ce que je pouvais faire avec tout ce que j'avais appris dans mon école d'ingénieur. Et en même temps, je suis allée à l'école d'architecture de Paris-La Villette, où je voulais à l'époque travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui Nature-Based Solutions. Mais il y a 20 ans, on ne travaillait pas du tout sur ça en France parce que je pensais naïvement qu'en fait, avec de la végétation, on pourrait réduire les besoins de froid dans les bâtiments qui sont complètement exposés en fait. Et puis pour ma thèse, j'avais eu un financement de l'ADEME, l'ADEME étant l'agence de la transition écologique aujourd'hui, pour travailler sur la réduction de la demande en énergie dans le secteur résidentiel, dans ce qu'on appelait autrefois les climats chauds, qui sont aujourd'hui nos climats à nous. Donc je visais plutôt la partie méditerranéenne, mais en fait c'est des climats que nous avons. Et puis j'ai surtout travaillé au niveau européen et international, très peu travaillé au niveau français. Et j'ai eu l'opportunité de contribuer au dernier rapport du GIEC, le GIEC étant le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Et j'étais dans le groupe 3, qui est le groupe qui travaille sur les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, j'avais travaillé, malheureusement, j'étais pas dans un chapitre introductif, j'étais dans un chapitre sectoriel, j'étais dans le chapitre bâtiment en fait, et c'est là que j'ai travaillé sur la sobriété, j'ai introduit la sobriété avec une définition. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que auparavant, j'avais essayé d'introduire la sobriété en travaillant. J'ai d'abord tenté ça quand j'étais aux États-Unis. C'était complètement fou. Je me suis rendu compte après que c'était complètement fou d'essayer ça aux États-Unis. C'était un no-go. Et ensuite, j'avais essayé ça quand j'étais à l'Agence nationale de l'énergie. Bah, c'était un peu pareil. Et puis, j'étais au centre de recherche de la Commission européenne. C'était pareil. Et là, je me suis dit, donc, il faudrait quelque chose au-dessus que nous, Européens, qu'on prend au sérieux. Et le rapport du GIEC en est un. Enfin, ça faisait partie des solutions. Donc, voilà pourquoi j'ai bossé dessus dans le rapport du GIEC. Et ça a marché. Parce que maintenant, on regarde ça au niveau européen. On n'a pas encore des scénarios de sobriété. La sobriété n'est pas du tout dans les instruments politiques de l'Union européenne. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que les instruments, en fait, les politiques climatiques et environnementales de la France et de tous les pays de l'Union sont des politiques européennes. Ce ne sont pas des politiques nationales. En fait, on décide ça au niveau européen, puis après, on met ça en œuvre. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de sobriété au niveau des instruments européens,
fait que, il y a peu de chances qu'on ait de la sobriété ou qu'on ait sérieusement de la sobriété dans les instruments nationaux. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. On va revenir sur la sobriété, définir ce concept et essayer d'expliquer en quoi il est central et éminemment important. Mais, avant, est-ce que vous pourriez nous faire, un petit récapitulatif, rapide justement, des grandes conclusions, des grands apports du dernier rapport du GIEC? Alors, parmi les grandes conclusions, qui devraient normalement secouer tout le monde, c'est qu'avec les politiques actuelles, on s'achemine vers 3 degrés de réchauffement moyen sur la planète Terre. 3 degrés de réchauffement moyen sur la planète Terre, cela correspond aux fameux 4 degrés pour lesquels l'ancien ministre de la transition écologique nous demandait de nous adapter, de nous préparer, de nous y préparer pour nous adapter. Mais on ne pourra pas s'adapter à cette température-là. Euh, et on pourrait, même aujourd'hui, c'est un peu, ça serait dans le rush, mais on pourrait choisir une autre voie. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on change complètement nos politiques et tenter, enfin, se donner une chance d'être au niveau des objectifs de température de l'accord de Paris, et on va dire en dessous de 2 degrés de réchauffement de la planète Terre par rapport à l'ère industrielle. Pourquoi est-ce que cette limite-là est importante? Parce qu'au-delà de 2 degrés, en fait, on va rentrer dans un système, enfin la planète serait dans un état, le climat serait dans un état que les perturbations qu'on commence à voir, par exemple les inondations, les pluies qu'on a vues ces derniers jours, etc., ça va devenir monnaie courante, ça va devenir la norme. Les canicules, la montée des eaux, etc., ça va devenir la norme. Et le problème, c'est que lorsque vous mettez tous ces points-là ensemble, si, parce que quand on a une canicule par an qui dure juste quelques jours et dont les températures ne dépassent pas les 50 degrés, c'est gérable, on va dire, même s'il y a des morts. Mais lorsqu'on aura des températures, des canicules qui vont durer plus longtemps et qui vont être pendant longtemps au-delà de 50 degrés, eh ben, les systèmes de climatisation que nous avons aujourd'hui ne vont pas fonctionner. On ne pourra pas produire d'électricité avec notre parc nucléaire parce qu'il faut refroidir et il n'y aura pas d'eau. Il y a un problème, il y aura un problème, un conflit dans la gestion de l'eau, l'utilisation de l'eau, et ça perturbera la production agricole, qui est déjà très perturbée. Par exemple, en 2024, la production du blé tendre a baissé de 25% par rapport à la moyenne de la production sur les 5 dernières saisons. Et donc, on est au tout début. Et plus on sera au-delà de 2 degrés, plus on s'éloignera du 2 degrés dans la partie haute, plus on s'enfoncera, enfin, on enfoncera l'humanité euh, dans, un, dans une situation pas vivable parce que plus on détruira les écosystèmes qui nous permettent de vivre. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à faire le lien, à comprendre qu'en fait, plus on s'éloignera des degrés, plus on détruira, enfin, le lien avec la biodiversité et l'écosystème qui nous permet de vivre sur Terre. Et donc, plus on s'approchera de la zone où la planète deviendra invivable pour l'humanité. La planète va continuer, mais elle va continuer sans nous, en fait. Ça, c'est l'une des conclusions principales de mon point de vue du dernier rapport du GIEC, du dernier cycle du GIEC, de tous les rapports. Après, il y a des conclusions plus spécifiques. Par exemple, il y a de plus en plus d'évidence que le coût de l'inaction va être plus élevé que le coût de l'action. Et d'autres conclusions sur, par exemple, l'impact des changements climatiques sur la santé. Euh, et donc, il y aura une augmentation. Il y a certaines maladies qui vont réapparaître ou de nouvelles maladies qui vont apparaître aussi. Et surtout, ça, c'est pas étudié dans le rapport du GIEC, mais en dehors du rapport du GIEC, on sait que nos systèmes de santé, même dans les pays riches comme la France, ne sont pas du tout équipés pour faire face aux impacts des changements climatiques sur la santé. Euh, voilà, donc c'est pas très réjouissant. La seule chose qui est réjouissante, c'est que on pourrait, enfin, il reste encore une petite fenêtre pour nous sauver de nous-mêmes, sauver l'humanité de l'humanité, sauver la majorité de l'humanité d'une minorité,
plus tôt, mais c'est pas la voie qu'on a pris pour le moment. Et justement par rapport à ces constats, enfin ces conclusions, sur, nos trajectoires, le GIEC travaille sur des scénarios d'atténuation et d'adaptation. Je crois que c'est le groupe 3 d'ailleurs qui s'en occupe, mais corrigez-moi si je me trompe. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur, quels sont ces scénarios? Comment est-ce qu'ils sont un petit peu fabriqués? Et qu'est-ce que quel type de politique on retrouve, dedans? Alors, en vérité, il y a 3 types de scénarios dans le rapport du GIEC. Il y a les scénarios, climat, ça vient du groupe 1. Donc eux, ils regardent les changements de température. Heu, Ça fait partie des outputs qui viennent de chez eux. Mais avant ça, pour alimenter les scénarios, pour alimenter les outils climatiques, en fait, il y a des scénarios qui viennent du groupe 3 où j'étais. C'est les scénarios d'atténuation qui ont comme résultat la somme des gaz à effet de serre qui vont résulter en fonction que l'on va produire en fonction des politiques qu'on aura mis ou pas en place. Donc c'est en principe, c'est le groupe 3 qui donne le là, parce que ce sont les scénarios d'atténuation qui donnent le là. Puis après, ça passe dans les outils du groupe 1. Ils transforment les collègues, les émissions en température. Puis après, ils regardent les impacts. C'est transformé en température. Et puis après, ils regardent les impacts. Les impacts, c'est le groupe 2 qui travaille sur les vulnérabilités et impacts. Et donc, on regarde les impacts sur l'humain, la biodiversité, l'écosystème, etc. Alors, la première chose, donc le GIEC ne produit pas ses propres scénarios. Il fait appel à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios. Il y a une procédure à suivre, etc. Et la première chose à comprendre quand on parle de scénarios et de modèles, etc., c'est que les scénarios et les modèles ne captent pas tout. En fait, les modèles, c'est on met en équation mathématique ce qui se passe. Donc, on ne peut pas mettre en équation mathématique tout. Et donc, du coup, ils captent pas tout. Par exemple, les impacts, normalement, logiquement, une fois qu'on a les impacts analysés par le groupe 2, ils doivent retourner dans l'atténuation, dans les scénarios de l'atténuation, et voir comment on peut faire baisser encore plus les émissions. Et puis après, retourner dans le scénario de température. Ben, cette boucle-là, elle ne se fait pas d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je reprends, moi je connais bien les scénarios d'atténuation, parce que moi j'étais dans l'atténuation. Donc nous, on avait lancé un appel à la communauté scientifique pour que les gens soumettent leurs scénarios. On a reçu un peu plus de 3000 scénarios. Et ensuite, sur les 3000, il y en a à peu près, il y a, on va dire, 10% qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris. Alors la compatibilité, durant le cycle 6, elle a été analysée uniquement point de vue température. Quand je dis compatible, ça veut dire qui donnerait à la fin du siècle des températures en dessous de 2 degrés. Et on ne regarde pas du tout, par exemple, la question d'équité nord-sud. Or, ça, on l'a regardé plus tard. Nous sommes nombreux à essayer de travailler là-dessus. Euh, Tous ces scénarios-là, les fameux 300 et quelques scénarios qui sont considérés compatibles par l'accord de Paris, il n'y en a pas un seul qui vise la convergence dans l'accès à la modernité entre le Nord et le Sud. Et donc, en vérité, c'est des scénarios qui sont complètement caduques, quoi. Moi, je les appelle des scénarios colonialistes parce que ce sont des scénarios euh, qui prolongent dans le temps, jusqu'à la fin du siècle, hein, pour la plupart, les inégalités héritées du temps colonial. Mais ça, c'était pas connu au moment de l'approbation du rapport du GIEC. Je ne pense pas, enfin je suis même sûre que pour le cycle 7, ce type de scénario ne passerait pas. Alors une fois qu'on a dit ça, comme sur les 300, je pense que c'était 310, sur les 300 scénarios là qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris, il n'y en a pas un seul qui répond à cette exigence d'équité. Un seul qui tienne la route, quoi. Il y en a un où ils disent un peu qu'il y a de l'équité, mais en fait, ils divisent le monde en grand nord et grand sud, et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Dans le grand sud, par exemple, ils comptabilisent la Chine et l'Inde. Enfin, la Chine et l'Inde, c'est quand même pas la même chose que l'Afrique subsaharienne, quoi. Euh, et donc il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire si ça va été su en moment
de l'approbation, au moment où on travaillait sur le rapport du GIEC, au moment surtout de l'approbation, et ben, le rapport n'aurait jamais été approuvé. Parce qu'il n'y a aucun représentant d'un gouvernement des pays du Sud qui va valider un scénario, une feuille de route pour le futur qui empêche son pays de se développer, quoi. Enfin, qui maintient les inégalités nord-sud. C'est pas possible. Donc ça va changer après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, point de vue température? Ça veut dire qu'il est très probable que la situation va être pire que ce qui a pu être imaginé jusqu'à présent. Parce que il n'y a aucun cadre législatif international, il n'y a aucun outil en vérité qui nous permettrait à nous d'imposer aux pays du Sud, le Grand Sud, y compris la Chine et l'Inde, d'arrêter de se développer. Et donc, les scénarios dits compatibles avec l'accord de Paris ne sont pas en vérité compatibles avec l'accord. Ils sont compatibles avec un article de l'accord de Paris, mais ils ne sont pas du tout compatibles parce que ça voudrait dire travailler à mettre fin dans les pays du Sud avec l'accord des dirigeants des pays du Sud pour qu'on puisse envoyer des robots extraire les ressources minières dont on a besoin pour notre transition. C'est pas très réjouissant en fait ce qu'on a fait dans les scénarios, ce que la communauté scientifique a fait dans les scénarios. Et ça va changer. Donc il y a déjà un groupe africain, des représentants des pays d'Afrique. Ils ont envoyé un courrier au président du GIEC pour lui demander justement d'inclure dans la sélection des scénarios, parce que c'était à ce moment-là où on aurait pu les exclure, euh, d'inclure des critères qui sont des critères pour vérifier l'équité nord-sud, la convergence nord-sud dans l'accès à la modernité. Donc il y a d'abord ce groupe-là, ça c'est un groupe plutôt politique, j'ai l'impression. Et puis après, il y a les chercheurs qui essayent de s'organiser pour produire des scénarios qui intègrent l'équité. Chose intéressante, c'est que ces scénarios-là, ces fameux 300 scénarios qui ont été produits, c'est un petit groupe de personnes qui ont produit ça. Il se trouve qu'ils sont tous dans les pays riches, sauf une toute petite équipe au Brésil. Et maintenant, ces équipes-là nous disent qu'ils vont produire des scénarios avec de l'équité nord-sud. Mais moi, je doute fort qu'ils puissent faire ça parce que je pense qu'il y a un problème méthodologique. À l'origine, la plupart de ces modèles-là, ils font plutôt de l'optimisation économique. Donc, alors que la question, c'est est-ce qu'on sauve des vies ou alors on sauve l'économie? La réponse est simple, on doit sauver des vies. Ça, c'est pas pris en compte. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir prendre ça en compte vu la façon dont ils ont fait leur modèle. En gros, si vous voulez, on a des modèles qui ont été faits avant l'accord de Paris, avant l'objectif du 1,5, etc. Quand l'accord de Paris est venu, il y a eu l'objectif du 1,5. La communauté scientifique, on lui a demandé de répondre à qu'est-ce que ça voudrait dire. Ils ont gardé les mêmes modèles qui ont été faits dans un tout autre état d'esprit, avec d'autres méthodologies, mais qui étaient pleins d'inégalités aussi. Hein. Puis ils ont essayé de faire dedans du 1,5. Ça marche pas. Alors, en ce moment, on a des débats dans la communauté scientifique. Donc, ceux qui font partie de cette communauté, ça s'appelle les IEMs, Integrated Assessment Models. Eux disent qu'ils vont faire des scénarios, ils vont produire des choses avec de l'équité. Et les personnes comme moi qui font pas partie de cette communauté, et puis il y a aussi des personnes en interne dans cette communauté qui peuvent pas le crier fort parce qu'ils en font partie, disent que ce n'est pas possible en fait. Et si je comprends bien, en fait, ça tient, au modèle et aux manières de penser, en fait, la construction de ces scénarios? Ouais, ça tient d'abord au modèle, aux méthodologies de modélisation, et après ça tient aux hypothèses que l'on met dedans. Puis ça tient au fait que moi, quand j'ai découvert les inégalités nord-sud qu'il y avait là, j'avais contacté les collègues qui avaient fait ça et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais regardé ce point-là. C'est juste un impensé en fait. Et Euh, peut-être pour clarifier, comment est-ce que ça ressort, en fait? Comment est-ce qu'on voit Comment est-ce que que c'est ça pris en ressort? compte, pas pris Donc, en compte? voilà. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que justement, je recherchais des choses sur la sobriété, c'est comme ça que je m'étais rendu compte, parce que je suis allée chercher, par exemple, quelle est la projection qu'ils font de la demande d'énergie par personne en 2050 dans les différentes régions. Puis je trouve un facteur 10, 20 ou 30 entre les pays en développement et les pays riches, les pays de l'OCDE. Ou alors, que va être la surface habitable par personne en 2050, par exemple.
En plus, je me suis arrêtée en 2050 parce que pour moi, c'est un non-sens de faire des scénarios d'atténuation jusqu'à la fin du siècle. Et puis là, je me rends compte que, par exemple, aujourd'hui, en Amérique du Nord, ils sont autour de 65 mètres carrés par personne. En Europe, on est en moyenne autour de 40 mètres carrés par personne. Dans les pays en développement, ils sont à moins de 10 mètres carrés par personne, parce qu'il y a pas, il faut construire, il y a pas de mètres carrés, quoi. Et ok, on peut se dire que ça, c'est notre héritage. Et puis après, le choc, c'est lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait pour 2050. Eh ben, comme c'est tiré par le PIB, leur scénario, pour la plupart, et donc du coup, en 2050, ben, en Amérique du Nord, on aurait 70 mètres carrés par personne, en Europe 45, et en Afrique, on va tolérer 10, quoi. Ils auront 10. C'est pas possible, ça. On peut Ah pas. oui, d'accord, OK, je comprends. Ouais, Voilà. c'est OK, c'est ils partent en fait de l'existant et sans voir en fait, la recherche de quelque chose d'à peu près commun, pour tous les habitants, peu importe, l'endroit où ils vivent. OK. Voilà. Et après, là où il y a de la maladresse, c'est que, par exemple, il y a des scénarios, lorsqu'on regarde comment ils sont labellisés, il y en a un, il est labellisé développement durable. Donc, si vous voyez un scénario développement durable, vous n'allez jamais imaginer que c'est un scénario inégalitaire. C'est un scénario dans lequel l'Africain aurait moins de kilowattheures à consommer que l'Européen. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et donc, utiliser des labels qui ne correspondent pas à la réalité de ces scénarios-là, euh, enfin, c'est pas acceptable, quoi. Pour moi, il y a un problème éthique, en fait, dans ce qui s'est passé avec les scénarios. Le problème, c'est que, comme je vous disais, c'est le scénario de l'atténuation qui donne le là. Donc, en ayant des scénarios de l'atténuation qui ne veulent absolument rien dire, qui sont impossibles, en fait, euh, sauf en situation de guerre et que les pays riches gagneraient, euh, eh bien, ça veut dire que la suite, les températures, là où on se retrouve, ben, c'est pas bon. Rien n'est bon après, parce que donc les températures sont pas bonnes et donc les impacts ne sont pas bons. Et en sachant que ben, on referme pas la boucle en fait. Les impacts ne sont pas réinjectés dans les scénarios d'atténuation pour voir ce que ça donne. Et dans ces scénarios, dans les hypothèses, comment est-ce qu'elles sont faites typiquement? On ne prévoit pas une rédu on parlait tout à l'heure des mètres carrés, on ne prévoit pas une réduction, du nombre de mètres carrés par personne, pour certains pays riches, par exemple? Il n'y a pas d'objectif, en fait, qui soit, par habitant, par exemple, je ne sais pas, là, on parlait effectivement des mètres carrés ou alors, d'un niveau de consommation établi en, tonnes de CO2 par personne. Comment est-ce que ces hypothèses, elles sont établies? Alors, les personnes qui font ces hypothèses, c'est fait aussi en cercle fermé. Il y a un problème de pensée unique dans ces groupes-là. Euh, et donc, ils se consultent entre eux. Moi j'ai jamais été consultée pour les hypothèses que ce groupe-là fait, mais je suis souvent consultée pour d'autres hypothèses, d'autres scénarios. Et en général, les gens qui établissent les scénarios, ils font des hypothèses, ils consultent un groupe d'experts qu'ils sélectionnent eux-mêmes. Et puis, la décision finale, c'est eux qui la prennent. Et en général, on n'est pas nécessairement au courant de ce qu'ils ont pris comme décision. Donc, les collègues qui ont fait ça, par exemple, ils expliquent, oui, on a prévu une réduction et un rattrapage une réduction pour les pays du Nord et un rattrapage pour les pays du Sud. Oui, mais sauf que si on maintient un écart de l'ordre de, si c'est 10 fois, 20 fois, si aujourd'hui c'est 30 fois la différence et qu'on passe à 20 fois, la différence est toujours énorme, quoi. Euh, eh ben non, ils ont fait ça, quoi. Et en fait, ce qui ne va pas aussi, c'est que pour comprendre ça, il faut aller chercher dans les données. Donc, eux, ils vont vous dire c'est très transparent, nos données sont publiques, etc. OK, mais en fait, il faut aller chercher dans les données, il faut avoir de l'expertise pour pouvoir comprendre ça. Votre première question, c'était comment est-ce que j'arrive à voir ça? Donc, il fallait trouver le moyen de montrer ça déjà. Et donc ça, il n'y a pas vraiment de compétences pour ça dans les pays du Sud. Alors ceux qui développent ces scénarios-là vont vous dire on est très transparent, tout est dans une base de données publique. Oui, mais ça suffit pas. En fait, un scénario qui maintient les inégalités nord-sud doit être labellisé, de mon point de vue, scénario colonialiste. Ou alors scénario qui maintient inégalitaire. On ne peut pas labelliser un scénario qui maintient les inégalités comme étant un scénario de développement durable. Parce que ce n'est pas du développement durable, ça. Ça, c'est du colonialisme durable. Euh,
Et donc du coup, il y a je pense qu'il y a un vrai problème éthique et il y a le fait que les gens qui font les scénarios, certains, naïvement, en fait, n'ont pas du tout regardé, heu, l'impact, enfin ce genre de choses, quoi. Ça fait pas partie de leur, c'est un impensé, ça fait pas partie de leur, de ce qu'ils analysent, en fait. Oui, c'est ça en fait, c'est pour essayer de bien comprendre, c'est tout à l'heure vous parliez, vous disiez, ils partent du PIB, de ce qui existe aujourd'hui, puis ils vont l'étirer et cetera. En fait, ils n'utilisent pas d'hypothèses assez concrètes liées à la vie en fait, presque de tous les jours ou à la question des besoins de la population dans ces modèles et pour établir ces scénarios. C'est bien ça que je dois comprendre? Oui. En fait, parce que le monde, les gens qui font ces scénarios-là d'atténuation, en général, ce sont des économistes ou ingénieurs. Enfin, des gens qui ont un profil comme le mien, mais sans être passés par le HESS, je pense. Euh, et donc, dans ce monde-là, le- la vision du monde, c'est qu'ils partent de la situation actuelle et ils font des projections. Avec, donc ils disent qu'ils intègrent les politiques climatiques. Et je suis arrivée là-dedans aussi parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, je travaille sur euh, la traduction des résultats en politique et vice-versa. Euh, et donc, en termes de politique, ils ne modélisent pas, vu que la méthodologie qu'ils ont choisie, en fait, ils modélisent pratiquement pas les politiques. Le truc principal qu'ils modélisent, c'est le prix du carbone. Ça, c'est pas une baguette magique qui va faire tout ça, qui va faire baisser les émissions. Et donc, du coup, ils partent des émissions actuelles, comment elles ont évolué dans le passé. Ils font des projections avec, en se disant, ben, le cadre, ce sont dans les pays riches que nous avons le plus d'instruments politiques pour réduire les émissions. Euh, et donc, ils font des hypothèses comme quoi bah, ça va baisser de tant pour cent dans tel pays parce que, ou telle région parce qu'ils ont fait telle ou telle politique. Euh, ils n'intègrent pas du tout que le gap, enfin, la différence entre le moment où on fait la politique et ce qu'on arrive à faire réellement sur le terrain. Et donc, cette différence-là, elle n'est pas intégrée. Et à partir de là, ils sortent des projections et ils s'étaient tout simplement, tout bêtement, pas posé la question du Sud. C'est tout bête en fait. Oui, d'accord, parce que les variables en fait qui sont utilisées, dans la construction de ces modèles, ne n'interrogent absolument pas Non, ces points-là. non, pas du tout. Et justement, dans la lettre qui est venue des Africains, ils leur demandent de considérer de nouvelles variables, pas dans leur modélisation, dans leur modèle, etc., mais dans l'évaluation que fait le GIEC. Et là où il y a eu problème, c'est que les gens qui font l'évaluation, enfin qui ont fait l'évaluation des modèles, des scénarios, pardon, font partie de ce groupe-là de personnes qui développent ces scénarios-là et ces modèles-là. Donc c'est une toute petite communauté, mais c'est une communauté qui contrôlait tout le processus. Donc, ils ne pouvaient pas se rendre compte, en fait. D'accord, bah, merci beaucoup, hein, pour la clarification sur ce point et sur ces scénarios et sur la manière dont ils sont pensés et les problématiques que ça pose très concrètement, pour des politiques, réalistes, d'atténuation et d'adaptation au niveau mondial. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on parle un petit peu de sobriété maintenant, qui est un peu la grande absente, hein, comme on dit, des politiques que l'on met en place. Mais avant de discuter justement des politiques de sobriété, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est que la sobriété et en quoi c'est peut-être différent aussi de l'efficacité ou l'efficience ou en tout cas de ce qu'aujourd'hui on vante comme étant des mesures écologiques? Mm. Alors, en lien avec la précédente question, moi, j'étais allée regarder ces scénarios-là, les détails, parce que j'étais à la recherche des politiques de sobriété qui étaient dans ces scénarios-là. Et à ma grande surprise, il n'y en a pas une seule. Donc, il n'y a rien du tout. Et pareil, j'avais posé la question parce qu'en fait, il y a 5 familles de modèles très connus. Donc, je pose la question à ceux qui font ces choses-là et ils me disent, mais ils ne savaient pas ce que c'était, en fait, la sobriété. Donc, dans ces modèles-là, dans ces modèles-là, les scénarios sont basés sur l'efficacité, la décarbonation de la production, donc remplacement par du renouvelable,
et c'est tout. Et puis après, le prix carbone qui va régler tous les problèmes. Alors la sobriété, la 1re chose qu'il faut savoir, c'est que la sobriété n'est pas du tout un concept nouveau. C'est un concept aussi vieux que la civilisation humaine. Mais avec l'industrialisation, on est tous devenus technosolutionnistes parce qu'en fait, la technologie vient nous apporter une réponse. On a l'impression que c'est rapide et c'est bien fait. Et on n'a pas appris à prendre en compte ce que les économistes appellent les externalités liées à l'utilisation des technologies. Et donc, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est il y a 2 types de moi je divise la littérature qui traite de la sobriété en 2 groupes. La philosophie. Donc en philosophie, on parle plutôt de sobriétisme. En anglais, on parle de sobriétisme. Et la première grande publication où la doctrine a été, si vous voulez, mise en place, remonte à 87, pardon. C'est un chercheur américain, Frankfurt, probablement avec des origines allemandes, étant donné son nom, qui est allé chercher donc des choses sur la sobriété dans la littérature précédente et qui a écrit le premier, et ce qui constitue les fondements, si vous voulez, du sobriétisme vient de lui sur le plan philosophique. Et il fait ça, en fait, sur le plan philosophique, la sobriété fait partie de la théorie sur la justice, la redistribution et la justice. Et ce que Francfort dit, il dit que au lieu de, en fait, le vrai débat, ça ne devrait pas être l'égalité, ça devrait être la sobriété, parce qu'en fait, la sobriété permet, et c'est pour ça que vous entendrez des gens dire en France ou en français et parler de suffisance et demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot suffisance. Il dit, ce qui compte, c'est de garantir à chacun le minimum nécessaire pour bien vivre. Il définit pas ce que c'est que bien vivre et il définit pas ce minimum-là. Et donc, ces travaux à lui ont été beaucoup discutés par d'autres philosophes. Donc, si je reste du côté de la philosophie, on arrive en 2020. Ces travaux ont été beaucoup discutés et critiqués parce que lui, donc, il s'en fout un peu de ce qui se passe une fois que le minimum est atteint. Donc, en gros, si tout le monde avait un logement, on ne regarderait pas les gens qui ont des secondes, troisième résidences, etc. Donc, ils tolèrent ça. Et donc, ça a été critiqué pour ça, et ça a été aussi critiqué parce qu'il ne dit pas où est-ce qu'on met le minimum, et il ne dit pas qu'est-ce que c'est que vivre bien. Il ne définit pas tout ça. Et en 2020, on a une autre publication, c'est Liam Shields, qui est un philosophe anglais, qui dit en fait, c'est pas suffisant de mettre un minimum, mais il faut aussi un maximum, parce que quand on passe, si je reste dans le logement, donc avoir un logement, c'est en vérité avoir un toit, donc ça c'est un minimum dont on a tous besoin. Après, certains d'entre nous vont plutôt acheter des résidences secondaires. Lorsqu'on achète une résidence secondaire, on n'achète pas la résidence secondaire pour répondre aux besoins communs que nous avons d'avoir un toit. On achète une résidence secondaire pour autre chose. Et donc, il appelle ça la théorie, en fait, on shift la raison pour laquelle on acquiert quelque chose. Et du coup, il dit, c'est pour ça qu'il faut mettre une limite supérieure, un plafond, et pas juste un plancher. Mais encore une fois, celui-là, comme c'est un philosophe, il ne dit pas où est-ce qu'on met ces deux limites. Et il ne définit pas ce que c'est que le bien-être et comment vivre ensemble, comment il n'explique pas vraiment, il approfondit pas le pourquoi de son plancher, de son plafond. Ça, c'est du côté de la philosophie. Donc tout ça est très discuté, etc. en philosophie. Et eux, le mot qui apparaît, c'est le mot sobriétisme, et de temps en temps le mot donc sobriétisme, et de temps en temps le mot sufficiency, qui est sobriété. Ensuite, du côté de la littérature sur la durabilité. Et là-dedans, on trouve pratiquement toutes les disciplines, sauf la philo. Donc ça va de la physique, sciences politiques, sociologie, économie, etc. Alors une chose intéressante dans cette littérature-là, c'est que contrairement à la philosophie, le mot sobriété ou sobriétisme n'apparaît pas toujours.
Donc, soit on parle de la réduction des émissions, une meilleure utilisation des ressources, etc. Mais le mot n'apparaît pas toujours, sauf s'agissant de la sobriété énergétique. Là, ça apparaît. Et là-dedans, ce qu'on trouve, c'est justement, on parle plutôt de la limite supérieure du plafond pour le plafond parce que pour éviter et pour que la vie puisse continuer sur Terre. Et l'autre chose qu'on apprend de cette littérature-là sur la durabilité, on apprend que la sobriété, ce n'est pas le changement de comportement, mais c'est plutôt les pratiques sociales. Donc ça vient de la practice theory. Bourdieu, par exemple, avait travaillé là-dessus. Et practice theory, en fait, ça prend en compte les infrastructures, les normes sociales, les institutions, la gouvernance. Ça prend en compte, c'est beaucoup, beaucoup plus large que l'individu tout seul. Et là-dedans, on apprend des sociologues qu'en fait, la sobriété, c'est, en anglais, on dit an organizing principle, donc une façon de s'organiser, de la société à s'organiser. Donc cette façon-là, elle n'est pas nécessairement rationnelle au titre de ce que les économistes, la rationalité économique, mais ça permet à une société de s'organiser. Euh, voilà ce qu'on apprend en fait. Moi, ce que j'ai fait pour le rapport du GIEC, il n'y avait pas de définition. Donc, il y a eu des bouts de définition. Il y a eu des personnes qui ont essayé de définir des choses. Vous posiez la question par rapport à l'efficacité, qui est ce que l'on connaît tous, parce que depuis la crise pétrolière, plutôt à la fin de la crise pétrolière, quand il y a eu la crise pétrolière, dans les années 70, les pays de l'OCDE, qui sont aujourd'hui membres de l'AIE, la France n'y était pas encore à l'époque, elle a rejoint plus tard, et ben, ces pays-là, ils ont mis en place ce qu'on appelait à l'époque des programmes de conservation de l'énergie. Moi, je défends l'idée qu'en fait, dans conservation de l'énergie, c'est égal, conservation égale sobriété plus efficacité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse les mesures de conservation qu'il y avait dedans, et on retrouve dedans des mesures qui sont en vérité des mesures de sobriété. Mais dans les années 70, il n'y avait pas toute cette littérature-là, même d'un point de vue scientifique, on ne parlait pas du sobriétisme, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la crise pétrolière, on est passé de la conservation de l'énergie à l'efficacité énergétique. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé à l'Agence nationale de l'énergie. Donc, ils ont eu, pendant 20 ans, ils ont eu un groupe de travail sur la conservation de l'énergie. Puis en 94, quand ils ont travaillé sur, ils appellent ça, il y a un document qui s'appelle Our Shared Goals sur le site de l'AIE. Et là, vous allez voir que le mot efficacité apparaît. Ce groupe-là a été transformé entre-temps, vers la fin des années 80, a été transformé en un groupe sur l'efficacité énergétique. Et l'une des différences entre l'efficacité et la sobriété, c'est que la sobriété, elle s'attaque, elle pose la question du besoin. Elle part du besoin des personnes, des individus et du bien-être, des besoins pour satisfaire pour un niveau de bien-être. Et donc, elle s'attaque en vérité aux causes du mal du siècle, si on considère que la crise écologique est le mal du siècle. Alors que l'efficacité, elle intervient après. L'efficacité, elle vise la réduction de la consommation, alors que la sobriété vise l'évitement de la demande en toute ressource naturelle. Donc ça, c'est une première grande différence. Et il y a eu un travail qui a été fait sur cette partie-là, différence sobriété-efficacité. C'est un chercheur américain, Thomas Princeton, qui a publié un livre, ça s'appelle The Logic of Sufficiency. Et donc, dans son livre, lui qui est donc américain, technosolutionniste, il a grandi avec cette histoire il a fait toute sa carrière sur l'histoire de l'efficacité énergétique. Donc, il regarde bien les différences entre les deux. Et sur son travail à lui, suite à ça, en fait, il y a l'Allemand, le premier à avoir pensé à considérer la sobriété pour la transition énergétique. C'est un Allemand, Wolfgang Sachs, en 93. Et donc lui, il dit une phrase, je vais le dire en anglais parce que je pense que c'est mieux dit en anglais. Donc il dit Sufficiency is doing the right things. Donc la sobriété, c'est faire les choses, the right things, donc les choses qui sont nécessaires, quoi. Et and the efficiency is doing things right. Et l'efficacité, c'est faire les choses bien. Donc on peut faire une chose
bien, mais si cette chose-là n'est pas la bonne chose à faire, ben, le résultat, c'est que c'est pas bon, quoi. Ça fait partie des différences entre les deux. Une autre différence importante, c'est que la sobriété, d'un point de vue philosophique, ça vient de la théorie de la justice et de la redistribution. Ça n'est pas du tout dans l'efficacité. Ce n'est pas du tout ça. L'efficacité, en vérité, c'est quelque chose pour les bobos. Euh, L'efficacité, ça vous pousse à remplacer votre ordinateur tous les 3 ans, votre téléphone tous les 2, 3 ans. C'est ça l'efficacité. Parce que le téléphone que vous achetez aujourd'hui, il est déjà obsolète. Le jour où vous l'achetez, il est déjà obsolète d'un point de vue efficacité. Et on n'intègre pas dans l'efficacité le fait que, en achetant, en nous mettant dans des situations, l'obsolescence programmée qui nous impose d'acheter, de remplacer notre téléphone aussi vite, en fait, on extrait de nouvelles ressources et donc on augmente notre impact, l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et ça, c'est une grande différence entre les deux concepts. Après, la sobriété, les gens confondent aussi sobriété et économie circulaire, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'économie circulaire, c'est la solution, c'est le truc qu'il faut faire et tout. Mais en fait, l'économie circulaire, ça, il faut retourner à la sobriété d'un point de vue physique, comment elle est décrite dans la physique. Euh, Dans la physique, il y a deux lois importantes, la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Il y en a beaucoup, mais il y en a deux en fait qui gouvernent, qui nous permettent de comprendre notre univers. Euh, la première loi dit, en gros, si je devais le dire dans un langage pas très scientifique, on dit rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc ça explique par exemple les déchets. Donc vous avez un déchet, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit votre activité. Donc vous produisez quelque chose, et on va dire, vous avez produit un déchet, et puis après, dans l'économie circulaire, ben, ce déchet-là, vous allez le transformer. Encore une fois, encore, vous allez le transformer en autre chose. Mais il y a une deuxième loi qui est de la thermodynamique, qui est celle de l'entropie, sur laquelle notre économie n'est pas du tout basée, qui n'est pas du tout intégrée dans l'économie. Et le premier article qui parle de l'intégration du second principe de la thermodynamique dans l'économie remonte à 71. Mais l'article consolidé date de 93, je crois, dans les années 90. Et donc, qui nous rappelle qu'en fait, il suffit pas de réutiliser, en fait, si on s'arrêtait à la première loi, eh ben, ce qu'on va produire, il y a une question de qualité. Si vous voulez, la première loi de la thermodynamique, je dirais qu'elle est quantitative et la deuxième, elle est qualitative. Donc, lorsque vous recyclez, par exemple, du papier, le papier que vous allez obtenir ne sera pas de même qualité que le papier que vous aviez à l'origine. Et ça, on le connaît tous. Et ça, on l'oublie dans l'économie circulaire. Donc, une différence importante entre la sobriété et l'économie circulaire, c'est que la sobriété intègre le second principe de la thermodynamique. Et si on n'intègre pas le second principe de la thermodynamique, eh ben on va se retrouver dans la situation actuelle où on n'intègre pas les matières. Et par exemple, tous les scénarios-là dont on parlait, c'est des scénarios énergie, ils n'intègrent pas du tout la matière. Donc, ils ne posent pas, par exemple, la question les matériaux dont on va avoir besoin pour faire la transition telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Cette question-là n'est pas analysée dans ces scénarios-là. Donc ça, c'est une autre différence. Ça, c'est un autre concept avec lequel on confond. Il y a aussi une confusion entre sobriété et décroissance ou post-croissance, surtout avec décroissance. Quand le rapport du GIEC était publié, il y a eu un article qui avait été écrit en français, sobriété égale décroissance. En fait, au niveau mondial, on n'en sait rien pour une raison toute simple. Si la décroissance veut dire une baisse du PIB, au niveau mondial, on ne sait pas du tout parce que eh ben, il n'existe aucun scénario mondial qui intègre la sobriété. Et une autre raison, mais au niveau français, après je vais revenir à ce que je pense que je pense que la sobriété nous sort du débat sur le PIB, nous impose de sortir du débat sur le PIB. Par exemple, mais au niveau de la France, on sait que la sobriété, ça a été évalué pour les scénarios de l'ADEME, la sobriété ne conduit pas à un PIB négatif ou à une récession dans le cas de la France. Ça a été évalué avec le modèle 3ME de l'OFCE. Ce que la sobriété fait, et c'est là où c'est un défi pour les chercheurs, c'est un défi pour tout le monde, parce que la sobriété, en vérité, elle nous impose de sortir de notre schéma de pensée qui est basé sur le PIB,
qui est basé sur la consommation et la production, qui sont en fait très liés au PIB. Donc c'est en vérité, par moment, je pense que c'est revenir à ce que Ignatius Sachs appelait l'éco-développement. Mais il n'avait pas, lui, élaboré dans ce sens-là. Mais ça me fait penser à ce que Ignatius Sachs avait appelé l'éco-développement à l'époque. Malheureusement, c'est pas ça qui a gagné. C'est pas ça qui est devenu international. Ce qui est devenu international, c'est le développement durable, parce que le développement durable, il est basé sur le modèle économique que l'on connaît depuis la crise de 29 aux États-Unis. Or, cette crise-là, qui est pour moi une crise qui n'a pas été résolue d'un point de vue économique et politique, c'est cette crise-là qui est à l'origine de la crise écologique. Et donc, pour revenir à la définition de la sobriété, lorsqu'on prend ce qu'il y a dans les différentes disciplines, c'est ça que j'avais fait. La sobriété, elle est articulée autour de 4 piliers. D'abord, la sobriété, ce sont des politiques, donc des politiques publiques. Donc le politique a un rôle important dans la sobriété, et des pratiques sociales ou des pratiques du quotidien. Ce n'est pas l'individu tel que c'est compris, ce n'est pas vous allez baisser la température de votre chauffage, etc. Bien sûr que tout ça, c'est important, mais en fait, la contribution de tout ça, elle est très faible point de vue émission. Et puis, en vérité, c'est comment est-ce que la société s'organise pour vivre. Un exemple type, c'est l'exemple de la mobilité. Donc, avant les années 60, à Paris, il y avait plein de pistes de vélo et les gens se déplaçaient à vélo. Beaucoup de gens se déplaçaient à vélo. Et puis après, pour encourager l'industrie automobile, on a décidé que le moyen de transport doit être la voiture. Donc, du coup, on a pris beaucoup de place. En fait, en gros, on a chassé le vélo des villes et on a encouragé les gens à acheter leur voiture, etc. Et donc, on est devenu une société dépendante de la voiture. On est resté comme ça jusqu'à ce qu'il y ait, si je prends l'exemple de Paris, c'est à partir de la majorité municipale, la première majorité municipale de Bertrand Delanoë, qu'on a commencé à avoir des pistes cyclables. On a d'abord eu le Vélib, etc. Et puis il y a eu le Covid, donc un choc externe qui a accéléré le processus. Et aujourd'hui, se déplacer à vélo est redevenu une norme sociale. Alors que pendant longtemps, c'était ringard. On a ringardisé la politique, le politique a ringardisé une pratique sociale qui a préexisté la voiture et qui revient aujourd'hui. Bon, c'est toujours pas très safe étant donné ce qui s'est passé la semaine dernière, ou cette semaine, le jeune homme qui a été tué. Parce que si on voulait vraiment que tout le monde utilise le vélo, si on voulait encourager plus de personnes à utiliser le vélo, il faudrait carrément des couloirs de vélo fermés à tout ce qui est motorisé. Et il faut protéger le cycliste, en fait. Ça revient, c'est une question de justice, encore une fois, parce que ça pose la question de l'utilisation de l'espace public, du partage de l'espace public. Donc et ça, c'est une grande différence entre changement de comportement. Mais bien sûr, comme parisienne, je peux toujours avoir un SUV, c'était le cas du monsieur qui a tué le cycliste, et me déplacer dans Paris avec mon SUV et estimer que j'ai la priorité pour je ne sais quelle raison, parce que j'ai grandi comme ça en fait. Donc ça, c'est le premier pilier. Ce sont des politiques et des pratiques du quotidien. Ce que ces politiques-là font, c'est ce que je vous disais qui nous vient de toute la partie ecological economics, etc., c'est qu'elles évitent en amont la demande de toutes les ressources naturelles et pas juste de l'énergie comme ce fut compris en France. Aujourd'hui, même en France, on intègre l'eau, les matériaux, etc. Le troisième et quatrième pilier, ils nous viennent de la philosophie. Et dans la philosophie, c'est là où ils intègrent les deux limites. Ils disent qu'il faut un plafond et un plancher. Moi, ce que j'ai fait, comme moi je viens plutôt de la science quantitative et de la durabilité, et donc la limite inférieure, c'est le plancher, c'est le bien-être de tous. Et aujourd'hui, il y a des cadres scientifiques, politiques qui définissent ça, plus ou moins ça. Et la limite supérieure, moi j'avais mis les limites planétaires parce que ça c'est un cadre scientifique qui devient de plus en plus robuste, même s'il est critiqué par certains. Mais il n'y aura jamais de cadre parfait en fait. Les limites planétaires, pourquoi aussi? Parce qu'en fait les limites planétaires nous imposent, à nous qui travaillons sur la question climat, de sortir du tunnel carbone. Parce que lorsque vous travaillez uniquement sur les émissions, lorsque vous enfermez votre raisonnement uniquement dans la réduction des émissions, eh bien, vous allez vous retrouver à proposer des solutions qui sont impossibles techniquement ou de point de vue de la nature impossibles. Si je reviens encore au fameux scénario, ces scénarios-là, ce qu'ils font, ils arrivent en 2050
eh ben, le monde n'a pas été décarboné et toutes les émissions qui se produisent après 2050, ils les font passer en émissions négatives. Émissions négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va capter le carbone et le stocker. Or, ça, c'est impossible parce que pour ça, il faut des sols. Donc, en fait, vous voyez, non seulement ils n'intègrent pas la question de l'équité, mais ils n'intègrent pas du tout la question de l'utilisation des sols et des conflits que ça pourrait générer dans l'utilisation des sols. Puisque la première utilisation des sols, ce n'est pas de stocker du carbone, mais plutôt de produire de la nourriture pour les gens. Voilà les 4 piliers de la sobriété. Bah, merci beaucoup, Yamina, c'est très clair, sur ces questions de sobriété et en quoi ça peut se différencier de l'efficacité et vraiment le versant très pluridisciplinaire que ça recouvre. Peut-être pour finir cette discussion, j'aimerais qu'on aborde, les leviers, qui nous permettraient de mettre en place ces types de politiques de sobriété, à quoi elles ressemblent et quel est l'état des discussions ou des travaux actuels sur des politiques de sobriété, que ce soit à la fois dans des scénarios qui pourraient se retrouver dans les rapports, enfin qui seraient proposés en tout cas au GIEC ou à d'autres institutions, mais aussi des politiques qui sont mises en place par exemple dans certains pays et dont on pourrait s'inspirer. Alors, il n'y a aucun pays qui a mis en place des politiques. Il y a aucun pays. En fait, euh, le premier pays à avoir pensé à considérer les politiques de sobriété, c'est la Thaïlande. Ils ont développé dans les années 70 ce qu'ils appellent une philosophie pour une économie sobre. Et donc, eux, ils sont allés chercher dans leur histoire. Leurs références ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, ils ne sont pas allés voir dans la civilisation grecque, ils sont plutôt allés voir dans leur histoire à eux pour trouver des exemples et pour expliquer ce que c'est. Ça a été mis en œuvre de ce qu'on sait là-bas dans les années 90. Malheureusement, ça a été mis en œuvre au moment où le FMI avait intervenu là-bas. Et on sait ce qui se passe quand le FMI intervient. Il affame. Donc, il y a certaines publications qui mettent sur le dos de la sobriété ce qui s'est passé à ce moment-là en Thaïlande. Mais aujourd'hui, il y a des Thaïlandais qui se sont rendus compte de ça et qui travaillent. Enfin, il y a de nouvelles publications qui viennent de Thaïlande qui expliquent bien la différence, le contexte dans lequel ça a été mis en place. Après, dans les pays riches, dans les pays de l'OCDE, le seul pays qui fait appel, qui mentionne la sobriété dans ses textes de loi, c'est la France. C'est mentionné depuis 2015 dans la loi sur la transition énergétique, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait de la sobriété. On a même fait souvent l'inverse. On a même mis des barrières dans la sobriété, sur le chemin de la sobriété. Ensuite, ce qui se passe depuis la publication du rapport du GIEC, eh ben, dans les plus grands rapports, les rapports internationaux les plus importants, ils reprennent la sobriété. Et c'est même, par exemple, là, il doit y avoir, c'est ce mois-ci qu'ils doivent publier le programme de recherche et d'action sur les villes. Et dedans, la sobriété est mentionnée comme une priorité. Il faut faire de la recherche, il faut comprendre ce que c'est et ce qu'elle nous apporte, etc. Dans les scénarios, comme je vous le disais, il n'y a aucun scénario au jour d'aujourd'hui mondial qui intègre la sobriété. La France est une exception dans le monde. Nous avons d'abord, dès 2003, on a eu le premier scénario qui intègre la sobriété, c'est celui de Négawatt. Et puis maintenant, nous avons les scénarios de l'ADEME et les scénarios de RTE. Et les scénarios de l'ADEME vont bien au-delà de la question énergie. Donc, ils sont plus complets, en fait. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucun scénario de l'Union européenne fait par la Commission européenne qui intègre la sobriété. La sobriété n'est dans aucun instrument de l'Union européenne. À travers ce qu'on appelle le Bureau européen de l'environnement, maintenant, ils ont réussi à introduire, sur la base d'un brief que j'avais fait pour eux en 2021, à introduire la sobriété dans le récital seulement, en fait, dans le préambule de la directive bâtiment. Mais c'est rien du tout, il n'y a aucune mesure derrière. Donc le chemin à parcourir, il faut qu'on fasse vite en plus parce que ce que l'on sait, ce qu'on a démontré pour le rapport du GIEC, c'est qu'en sans sobriété, on ne pourra pas décarboner. Donc on oublie la question climat, quoi. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, donc suite à tout ça, on a d'abord organisé un premier sommet à Sciences Po sur la sobriété, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un appétit, point de vue du côté des chercheurs, des praticiens de la ville, par exemple, des politiques, etc.
Et puis suite à ça, on a lancé le Laboratoire mondial des sobriétés avec pour objectif de combler tous ces vides-là. En ce moment, on travaille d'arrache-pied avec mes collègues pour justement récupérer toute cette littérature-là et voir comment la sobriété est traitée par secteur ou par besoin des êtres humains. Et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a été évalué? Quels sont pour apprendre en fait. Et on va partager tout ça à travers le laboratoire. Donc, on devrait avoir les premiers partages à partir de mars. On devrait avoir d'abord la mobilité et le bâtiment. Ce sont les deux secteurs sur lesquels nous sommes le plus avancés. Et ensuite, point de vue scénario, on a un financement ADEME. C'est une fille qui vient de commencer sa thèse le 1er octobre et elle va travailler sur des scénarios, sur l'analyse macroéconomique de la sobriété au niveau mondial. L'objectif, donc une thèse, c'est 3 ans. Donc l'objectif, c'est qu'elle produise des scénarios qui seront utilisables pour des rapports internationaux comme le rapport du GIEC, par exemple. Mais également elle va commencer par l'Europe, l'Union européenne, pour justement aussi aller influencer l'Union européenne. Et on travaille dans ce cadre-là avec mes collègues, on travaille sur un rapport important sur la sobriété dans l'Union européenne. Qu'est-ce que la sobriété va nous apporter que les autres instruments ne nous apportent pas en fait. Et on espère qu'avec ça, ça pourrait faire boule de neige. Alors il faut reconnaître une chose importante qui s'est produite, c'est que quand il y a eu la crise, en raison de la crise ukrainienne, le gouvernement français, par le président de la République, avait dit dès septembre 2022 que le gouvernement allait préparer des plans sobriété énergétique. Donc à ce moment-là, on parlait que de la partie énergie en France. Et ça a fait boule de neige au niveau européen. Donc les collègues du ministère ici, dans les réunions européennes, donc ils arrivaient, ils parlaient des mesures de sobriété, ben, les autres, ils ne savaient pas ce que c'était. Et j'étais assez contente qu'une collègue me dise du ministère, ça nous a beaucoup aidé de dire que c'était dans le rapport du GIEC et que voilà la définition qu'il y a dans le rapport du GIEC. Donc voilà, il faut mettre les pièces ensemble, toutes les pièces du puzzle, ça prend du temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On n'a pas, enfin, les ressources qu'on a ne sont pas suffisantes pour tout faire bien et vite, mais on finira par avancer. Voilà. Merci beaucoup Yamina Saeb, c'est très enthousiasmant en tout cas de voir que des choses bougent. Et ben, je vous remercie beaucoup d'être venu dans le podcast et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. À bientôt pour un prochain épisode